Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable caméléon médical, la tuberculose extrapulmonaire. On va décortiquer ensemble cette maladie complexe, systémique et surtout célèbre pour sa capacité incroyable à s'échapper de nos poumons. Au programme aujourd'hui, on commence par voir ce qui se passe au-delà des poumons. Puis on parlera du diagnostic de ce fameux caméléon. On fera un saut dans l'histoire des adénites avant d'aborder l'atteinte pleurale, le redoutable mal de Potte et bien sûr, on terminera sur les traitements et l'espoir. Première partie, au-delà des poumons, l'ampleur de l'infection. Et pour bien comprendre ce caméléon, il faut vraiment prendre la mesure de son empreinte mondiale. Rien qu'en 2016, accrochez-vous, le chiffre donne le vertige. 10,4 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde. C'est colossal. Et ça a entraîné 1,7 million de décès, concentrés presque exclusivement à plus de 95% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. On parle littéralement d'une urgence sanitaire mondiale. Alors, qu'est-ce que la tuberculose extrapulmonaire exactement ? Eh bien, le point crucial ici, c'est que dans 14% des cas, cette infection se déclare entièrement en dehors des poumons, sans la moindre atteinte pulmonaire simultanée. En gros, la bactérie ne reste pas sagement dans le système respiratoire. Elle voyage incognito dans tout le reste du corps. C'est d'ailleurs fou de voir comment cette bactérie peut s'infiltrer absolument partout. On la retrouve dans le système nerveux central, où elle cause des méningites, mais aussi dans le système lymphatique, la plèvre, les os, notamment la colonne vertébrale, et même le système génito-urinaire. Un vrai système d'infiltration. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le diagnostic d'un caméléon, ou comment démasquer le déguisement. Parce que traquer cet agent pathogène hors des poumons, c'est notoirement difficile. En fait, sur le plan clinique, on fait face à une dualité très stricte. D'un côté, il y a le cas dit présumé. Là, on se base sur de forts soupçons. Des signes cliniques évocateurs, de l'imagerie, des marqueurs d'inflammation. Et de l'autre côté, on a le cas prouvé. Et ça demande une preuve absolue, en noir sur blanc. C'est-à-dire une culture bactériologique positive, un test PCR ou bien la découverte au microscope d'un follicule caséeux, bref, la signature indéniable de la bactérie. Passons à la troisième partie, l'histoire des adénites, du toucher royal aux cliniques modernes. On va s'intéresser à ce qui se passe au niveau du cou, qui est de loin le site extrapulmonaire le plus fréquent. Historiquement, on appelait ça la scrofule ou les écrouelles. Et la présentation était assez spectaculaire. Fait amusant, au Moyen-Âge, la croyance populaire voulait que ces masses dures et douloureuses puissent être guéries par le simple toucher d'un roi. C'est quand même une anecdote historique fascinante pour une infection aussi redoutable. Évidemment, la réalité clinique d'aujourd'hui est très différente. Le diagnostic se fait maintenant en toute sécurité, avec une petite aiguille, via une ponction-aspiration. Ça permet d'extraire ce fameux matériel caséeux pour y traquer les bacilles. Et quand on combine ça avec la biologie moléculaire moderne comme la PCR, ça devient une arme redoutablement efficace. En pratique, ces gonflements, ou adénopathies, apparaissent surtout dans les ganglions du cou, en formant des masses dures. Ça touche d'ailleurs un peu plus les femmes. Mais le plus intriguant, c'est ce qui arrive parfois pendant le traitement. Chez environ 1 patient sur 5, les ganglions vont paradoxalement se mettre à grossir. En fait, ce n'est pas un échec du traitement, mais une réaction d'hypersensibilité spectaculaire du système immunitaire face aux bactéries mourantes. Quatrième point, l'atteinte pleurale, la menace respiratoire cachée. Avec les ganglions, la tuberculose de la plèvre, l'enveloppe des poumons, est extrêmement courante, surtout chez les jeunes adultes. En général, cette forme se déclare 3 à 6 mois après la toute première infection. Cliniquement, ça se manifeste par de la fièvre, une toux et de fortes douleurs thoraciques. Pour en avoir le cœur net, on fait souvent une biopsie pour analyser le liquide qui s'accumule dans la plèvre. Et ce liquide a un profil très particulier. Il est riche en cholestérol et bourré de lymphocytes, c'est-à-dire de globules blancs, à plus de 93%. Mais attention, l'information clé ici est absolument vitale. L'épanchement initial peut souvent disparaître tout seul chez les personnes en bonne santé. On pourrait se dire « super, c'est guéri ». Eh bien, pas du tout. Cette illusion cache un danger majeur. Sans traitement, jusqu'à 60% de ces personnes vont faire une rechute sévère et développer une tuberculose active dans les 5 ans. Le traitement est donc purement et simplement indispensable. Cinquième partie, le mal de Potte, l'envahisseur spinal. On descend maintenant le long du squelette pour rencontrer l'une des formes les plus graves de la maladie, qui représente à elle seule presque un tiers des cas de tuberculose osseuse. Cette forme a été décrite dès 1780 par un orthopédiste londonien, Sir Percival Pott. En fait, l'infection voyage par le sang et va cibler l'os spongieux qui est très vascularisé.
Elle adore s'installer dans la partie basse du thorax et le haut de la région lombaire, rongeant littéralement la colonne vertébrale. Et les dégâts sont terrifiants. La moitié de ces patients vont développer ce qu'on appelle des abcès froids, des poches de pus qui nécessitent un drainage urgent sous scanner. Et le pire, c'est que si l'infection progresse, elle peut compresser la moelle épinière ou les nerfs. On parle de dommages neurologiques profonds qui peuvent malheureusement aller jusqu'à la paralysie complète des jambes. Ce qui nous conduit à notre 6e et dernière partie. Traitement et espoir, les protocoles médicaux modernes. Après avoir vu tous les dégâts de ce caméléon, regardons de plus près notre arsenal thérapeutique. Les directives médicales actuelles sont très claires. C'est un véritable plan de bataille. Pour les formes extrapulmonaires classiques, il faut compter 6 mois d'un puissant cocktail d'antibiotiques appelé HRZ. Mais pour les formes sévères dont on vient de parler, comme le mal de Potte ou la méningite, c'est une toute autre histoire. Éradiquer cette bactérie tenace demande une persévérance absolue, avec un traitement intense et ininterrompu pendant 12 mois complets. Toute une année de combat. En fin de compte, tout ceci amène à une réflexion fascinante. Si une seule bactérie respiratoire est capable de se cacher si efficacement dans nos os, nos ganglions ou notre système nerveux, comment la médecine et les systèmes de dépistage mondiaux vont-ils devoir s'adapter pour débusquer ce caméléon avant même qu'il ne s'échappe des poumons? C'est le grand défi de demain.